des méthodes déterministes de régularisation aux approches probabilistes bayésiennes. Donc je vous avais déjà commenté, donc je vais aller plus vite sur cette partie-là, le plan de l'exposé. Nous avons parlé donc de mesures indirectes, de grandeur à estimer. Nous allons vous donner des exemples de thermomètres, des problèmes d'imagerie. Je pense que tout ça, donc, c'est un petit peu pour vous rafraîchir la mémoire sur l'ensemble des choses que nous allons vous donc, dans le cours. Problème de l'imagerie, des différentes techniques de l'imagerie. Ici, j'ai pris donc l'exemple de l'imagerie à rayons X. Vous avez vu donc le cas 3D et le cas 2D. Ça, c'était un problème de l'imagerie en micro-ondes, où le problème était non linéaire. Mais ici, nous avons vu comment, par exemple, on peut l'approximer. Mais aussi, on peut traiter donc, le problème non linéaire comme tel. On n'est pas obligé donc, seulement de se ramener donc, à problème linéaire. Et pratiquement, avec les mêmes techniques, avec les mêmes outils, on va pouvoir traiter donc, le problème non linéaire. Donc là, c'est toujours encore un axe de recherche donc, chez nous. Il y a actuellement donc, une thèse encore sur ce sujet-là. Avec des... Alors, quand j'ai dit micro-ondes, c'est le cadre un peu plus général, mais on peut l'appliquer en ultrason, les mêmes équations en ultrason ou en micro-ondes, ou bien pour le courant de Foucault. Pratiquement, d'un point de vue mathématique, les équations s'écrivent de la même manière. Et le problème non linéaire, comment on le résout? On peut l'utiliser dans les mêmes techniques. Ça, c'était donc le théorème de coupe-projection dans la tomographie à rayons X, dont le problème se ramène, ayant donné finalement un certain nombre de points dans le domaine de Fourier, comment retrouver donc une image. Ce même problème de tomographie en micro-ondes, on peut le ramener à la même problématique, c'est que cette fois-ci, pareil, comment finalement deux problèmes très différents, un en imagerie X et l'autre en imagerie par courant de Foucault ou en imagerie en micro-ondes, comment le problème mathématique peut se simplifier à un problème, comment, connaissant donc les valeurs dans le domaine de Fourier d'une fonction, comment trouver donc la fonction. Sauf que les valeurs qu'on a dans le domaine de Fourier, suivant le domaine d'application, sont différentes. En tomographie à rayons X, c'était sur des lignes droites, ici c'est sur les demi-cercles, en imagerie SAR, c'est sur des demi-cercles concentriques, en d'autres techniques d'imagerie. Ça, c'est un problème inverse qui est très courant et on le trouve dans différents domaines d'application, qui soient en imagerie à rayons X, en micro-ondes, ou bien en imagerie en radar. Ben voilà, là, c'était l'exemple. En imagerie à rayons X, en imagerie de diffraction, en imagerie par courant de Foucault, ou en imagerie en synthétique aperture radar ou radar. Donc là, c'était juste pour illustrer les appareils qui font donc ce genre de tomographie. Ça, c'était une autre application en imagerie ultrasonore. Ça, c'est l'imagerie nucléaire, positron emission tomographie, tomographie à émission de positrons. Ça, c'était l'imagerie en magnetic resonance imaging, c'est l'imagerie de résonance magnétique nucléaire. Et ça, ce qui est étonnant, c'est que dans un autre domaine d'imagerie, qui est l'imagerie du ciel, en radioastronomie, mathématiquement, les problèmes qu'on va trouver, c'est pratiquement identique que les problèmes de tomographie à rayons X ou tomographie à micro-ondes. Le coefficient de corrélation entre des signaux mesurés entre deux antennes, il vous donne une valeur dans le domaine de Fourier. Ensuite, vous faites des différentes combinaisons, vous profitez aussi de rotation de la Terre, vous remplissez le domaine de Fourier par une transformation de Fourier inverse. Les techniques classiques, c'est faire de l'imagerie dans le ciel. Et nous avions apporté donc ces techniques probabilistes dans ces domaines. Le cadre général, donc, inconnu, un opérateur, les données. Et nous en avons parlé donc ensuite des méthodes mathématiques, des méthodes analytiques. Ensuite, nous avons parlé donc des méthodes algébriques, où on discrétise l'espace d'une manière générale, et on se ramène finalement à des... Alors ça, c'était des méthodes analytiques, je passe rapidement. Et voilà, il y avait ici, pardon. Auparavant, il y avait des méthodes paramétriques. Nous avons vu que lorsque la fonction f peut être paramétrée, dans ce cas, on va pouvoir l'utiliser donc les mêmes
soit des critères, je dirais, non probabilistes, comme moindre carré ou d'autres critères robustes, ou bien donc des critères probabilistes, comme on vient de voir, par exemple, L de θ, c'est exactement ce qui est encore sur le tableau, le critère de maximum de vraisemblance, ou ce que les gens parlent souvent donc de maximum de vraisemblance pénalisé, mais maximum de vraisemblance pénalisé, ce terme-là, on peut toujours l'interpréter comme la loi a priori. Si vous prenez le logarithme, vous voyez que vous tout trouvez, donc c'est le terme-là, ici. Donc, en fait, je vais assez vite parce que finalement, la plupart donc, de ces contenus-là, nous avons vu en détail donc, dans le cours. Ensuite, c'était donc des méthodes que moi j'ai développé, des méthodes, je dirais, non paramétriques d'un côté et de l'autre côté algébrique. Le mot, ça pourrait être plutôt algébrique, où on se ramenait donc à l'équation G égale HF plus epsilon. Ensuite, nous avons vu que, arrivé à ça, de nouveau, on peut retrouver donc les techniques de moindre carré et les différentes autres distances. Il y a par exemple en tomographie à émission de positrons, lorsque vous minimisez donc cette distance-là, vous allez trouver pas mal des algorithmes classiques qui aujourd'hui existent dans le domaine de l'imagerie par tomographie à émission de positrons qui cherchent à minimiser donc cette distance. Ensuite, la notion de régularisation, nous avons vu. Ensuite, nous avons vu donc des méthodes probabilistes. La règle de Bayes, maintenant vous êtes tellement familiers, les estimateurs qu'il faut. Le cas gaussien que je prenais toujours comme exemple et le lien avec la méthode déterministe. Et ici, l'avantage qu'on peut en tirer, il y avait encore ce matin, donc, tout à l'heure on en a déjà parlé, donc de calculer la matrice de covariance a posteriori. D'autres lois, donc ça c'était des cas des lois simples, gaussien, gamma, bêta, gaussien généralisé, et les modèles markoviens simples. Et nous avons parlé donc des modèles markoviens dans le cadre général avec les fonctions phi. Nous avons vu donc les différentes fonctions, et en particulier cette fonction-là, celle-ci, que nous avons discuté et on a fait le lien avec d'autres techniques qui existent en imagerie. Les avantages donc, de l'approche bayésienne, donc là c'est plus la peine que j'en discute. Lorsque on cherche à estimer les hyperparamètres, là de nouveau, les mots qu'on vient de répéter, marginalisation, le calcul donc, de l'espérance, l'évidence d'un modèle ou l'évidence d'un paramètre, c'est des termes que maintenant vous connaissez. Alors, les différents modèles a priori, on en avait parlé donc des modèles séparables, les modèles markoviens simples et les modèles markoviens composites avec des variables cachées, et les différentes techniques, donc les différents choix donc, des estimateurs d'un côté et les différentes approximations que je viens d'en mentionner ici. Sur le choix de modèles, nous en avons déjà discuté. Suivant les différentes applications et les différents domaines d'application, la nature donc, des images qu'on peut avoir, on peut choisir des modèles plus ou moins sophistiqués. Les modèles les plus simples, Gauss-Markov, les modèles un peu plus généraux, Gauss-Markov généralisé, et les modèles avec les variables cachées de contour, les modèles avec les variables cachées d'étiquettes de région. Je vais aller plus vite. Mais ça, c'est particulièrement le modèle que nous avons développé depuis une dizaine d'années, où on parle donc de l'intensité de variables cachées de contour, de région, de variables de contour, modèle de Gauss-Markov-Potts. Vous verrez donc dans pas mal de mes papiers ce mot Gauss-Markov-Potts. Les différents cas qu'on peut développer, puisqu'il y a à chaque image, à chaque pixel de l'image f est associé une variable cachée, suivant donc les modèles plus ou moins sophistiqués qu'on va mettre sur f et sur z, on peut avoir 4 cas différents. Bon, les détails donc, de ça, je vais passer rapidement. Voilà, donc je vais passer encore plus rapidement ici. Ici je m'arrête.
Nous avons regardé le cas où f est θ, mais je vous ai mentionné lorsqu'il y a des variables cachées, il faudra pouvoir écrire la loi a posteriori de f, z et θ, ça a changé. On peut l'écrire, les variables θ, les variables z. Hein. Et là, pareil, de nouveau, l'expression de cette loi a posteriori, en général, c'est très complexe, encore plus complexe que lorsqu'il y avait f et θ, et j'ai développé un peu plus ici le tableau. Mais on peut faire exactement de la même manière l'approximation séparable et utiliser les techniques variationnelles bayésiennes ou bien donc des techniques d'échantillonnage pour pouvoir faire des calculs. Là, ici, l'exemple de choix qui est fait ici pour séparabilité. Donc, mathématiquement, vous avez tous les outils qu'il faut pour pouvoir maintenant faire ce genre d'approximation et faire les calculs. Bon, par exemple, ou bien, si c'était un schéma d'échantillonnage de Gibbs, maintenant vous connaissez l'échantillonnage de Gibbs, comment ça fonctionne. Une fois on fixe Z et θ, on fait des choses sur F, une fois on fixe F et θ, on fait des choses sur Z, et finalement on fixe F et Z, on fait des échantillonnages sur Z, l'échantillonnage ou n'importe quelle approximation sur Z, sur les paramètres. Et là, c'était une application que je vais vous mentionner ici et je vais vous montrer donc les résultats pour vous dire qu'il y a des situations où toutes les méthodes, la plupart des méthodes, même des méthodes probabilistes qu'on a fait, si le modèle n'est pas très approprié, peuvent ne pas marcher et ne pas donner donc des bons résultats. Ça, c'est une situation donc en une application en contrôle monostructure où vous avez ici un objet métallique, où sur cet objet métallique, il y a une zone défectueuse, et l'objectif c'était de trouver très rapidement quelle est la zone défectueuse, et surtout mesurer la taille, pouvoir dire quelle est la forme exacte du défaut. Donc il fallait faire de l'imagerie. Et la seule mesure qu'on pouvait le faire, les objets arrivaient sur un banc, et on pouvait faire une radiographie dans ce sens, une radiographie dans ce sens. 2 radiographies, pas plus. Donc, autrement dit, c'est un problème qui est, vous connaissez donc 2 projections et vous cherchez à estimer donc une image. C'est un problème extrêmement mal posé parce que, connaissant seulement ces 2 projections, vous avez une infinité de solutions pour le problème. Et si vous n'apportez pas, donc avoir seulement ces 2 données-là, c'est impossible de trouver, en fait, il y a une infinité de solutions possibles. Et si vous ne maîtrisez pas, si vous n'apportez pas suffisamment de modélisation a priori sur la nature de l'image que vous cherchez, vous ne pourrez pas obtenir une image qui soit fiable. Alors, quelles sont ici les informations que moi je pouvais y avoir? Alors, les informations qu'on a, exactement, donc j'ai utilisé le modèle de Gauss-Markov-Potts en disant que je sais, dans cette application, que l'image que je cherche, toutes les pixels sont classés en 3 catégories. C'est soit de l'air, soit du métal, soit quelque chose composite entre les deux. Donc, cette connaissance-là, j'ai essayé donc de le faire rentrer d'un point de vue mathématique par un modèle, F connaissant Z, et Z représente les valeurs de Z, c'est soit 1, soit 2, soit 3. 1, ça veut dire l'air, 2, ça veut dire métal, 3, ça veut dire donc, le défaut. Et par cet intermédiaire-là, je vais pouvoir, donc c'est ce modèle-là que j'ai déjà pas mal exposé, vous avez tous les éléments ici, toutes les équations, G sachant F, F sachant Z, Z, alors ça c'est quelque chose en plus, je dirais, et pour pouvoir écrire la loi a posteriori de F, Z et θ. Et dans cette application-là, évidemment, il fallait trouver, je connais ça, là ici, effectivement, il fallait choisir une loi a priori pour les moyennes et les variances donc des gaussiennes pour chaque classe. Bon, on a fait un choix donc des lois conjuguées pour pouvoir mener donc des calculs. Ensuite, bon, les techniques que j'ai déjà exposées, on a appliqué les 2 techniques, soit échantillonnage, soit approche variationnelle. On l'a appliqué. Et ici, juste quand même pour vous montrer que c'est
pour cette application-là, par exemple, toutes les autres méthodes ne donnaient pas de satisfaction. Donc, on était obligé d'en arriver jusqu'à ça au niveau de calcul. C'est pas que c'était parce que c'était joli en mathématiquement de le faire, c'est que là, par exemple, les techniques les plus classiques, rétroprojection filtrée, moindre carré, modèle de Gauss-Markov normal, modèle de Gauss-Markov généralisé, ça ne donnait pas non plus le meilleur résultat. Le modèle de Gauss-Markov, les modèles de Gaiman et Gaiman que je vous en ai parlé, avec les variables de contour. Et ça, finalement, ces trois-là, c'est la sortie donc, du modèle que j'ai proposé et que j'ai détaillé ici donc, un petit peu pour vous. Alors, commentaire, c'est que par exemple, ici, n'en parlons pas. Les résultats sont tellement mauvais que c'est absolument inexploitable. Déjà, même ici, vous voyez que la couleur blanche, ça veut dire du métal, mais ici, par exemple, il n'a pas trouvé que c'est du métal. Il a trouvé autre chose que ça. Donc, ce résultat, c'est aussi inexploitable. Ici, c'est une méthode qui permet aussi d'obtenir des contours. Vous voyez qu'il a trouvé quand même pas mal de contours, mais ici, bon, il dit qu'il y a une discontinuité ici, alors qu'il y a une partie qui ne devait pas y avoir de discontinuité. Donc, même là, ce modèle-là n'était pas encore suffisamment fort, mais par contre, voici donc les résultats que j'obtiens par la méthode, évidemment très sophistiquée, évidemment les calculs un petit peu détaillés, mais regardez le résultat, c'est quand même assez appréciable lorsque vous comparez ça par rapport à ça, ça par rapport à ça. Et surtout ici, c'est en fait, on s'intéresse beaucoup plus à ça que ça. Ça c'est F, mais ça c'est F chapeau et ça c'est Z chapeau. Mais Z chapeau, c'est, vous voyez qu'il y a trois couleurs. Les trois couleurs, chaque couleur représente une matière. L'air, métal et quelque chose de troisième matière. Alors, vous allez me dire, ah, ici il y a quelques défauts. C'est vrai. La méthode, il n'arrive pas lorsque c'est à la frontière entre métal et l'air. Il y a quelques pixels qui sont classés comme étant quelque chose entre métal et air. Ce qui est d'ailleurs raisonnable. Et si vous répétez l'expérience, puisque c'est des méthodes probabilistes, vous allez retrouver une autre fois la même image, mais peut-être que ces points-là, ils vont se déplacer. Mais ce n'est pas tellement gênant, parce que le nombre de ces points-là, ça veut dire le nombre de pixels non classés ou mal classés, c'est très faible. Autrement dit, c'est une méthode. Par contre, tous les temps, à chaque itération, à chaque fois que vous exécutez le programme, dans la plupart des cas, il trouve bien la bonne classification. Et ça, c'est très important. Et ben, c'est cette technique-là qu'en 3D, actuellement, on a implémenté au CEA. Et ils sont en train d'utiliser donc cette technique-là pour l'étude des éponges métalliques, qui sont utilisées, des micro-éponges métalliques, où on voudrait étudier l'évaporisation de l'eau ou de liquide qui est autour donc, de cette éponge métallique en cours de temps. Et donc, en fait, on voudrait fabriquer des images de l'intérieur d'un objet qui est sous forme éponge métallique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette zone qu'on est en train d'étudier, il y a du métal, il y a du liquide et il y a de l'air. Et on voudrait, en cours de temps, étudier l'évaporation de l'air. Par aucune des techniques classiques, on pouvait distinguer entre métal et l'air, mais entre l'air et liquide, le coefficient d'absorption, la contraste était faible, et toutes les techniques classiques ne pouvaient pas se permettre donc, de distinguer entre les deux. Alors que cette méthode-là, non seulement il permet de distinguer entre les deux, mais en même temps fournir des résultats quantitatifs sur les valeurs, sur le volume de l'eau, sur le volume de l'air et sur le volume de métal. Et ça, c'était effectivement appréciable dans cette application. Alors ça, c'était une application en imagerie micro-ondes. Là, c'est pareil. J'ai modélisé une main avec trois pareils. Ici, l'air, en matière. Ici, les tissus mous. Et ici, les tissus en os. Et pareil, les techniques classiques de l'imagerie, ça donnait ça. Et la méthode que moi je proposais, donc ça donnait donc ça comme résultat. Alors ça, c'est une collaboration avec la division ondes de notre laboratoire.
Et ça, c'était aussi pareil, en imagerie micro-ondes, de nouveau. C'était pareil, vous cherchez donc la forme d'un objet à partir des mesures, cette fois-ci des ondes diffractées. Et voilà donc le résultat qu'on obtiendrait par une technique classique, le résultat qu'on obtient par la technique que je propose. On voit bien donc l'amélioration. Alors, bon, bah, donc en résumé, vous avez donc ça. Alors, je voulais vous montrer un petit peu un certain nombre d'autres extensions, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Ben, lorsque, par exemple, vous avez une image en couleur, ben, une image en couleur, c'est en fait trois images, les trois composantes R, V, B. RGB ou RGB, en suivant qu'on parle de français. D'accord? Et donc, ben, c'est en fait le modèle qu'on va écrire, cette fois-ci, ça va être les mêmes équations G égale HF plus epsilon, mais avec un indice I qui représente donc les trois couleurs en question. Donc il faudra écrire les équations pour les trois équations et comment, à partir d'une image comme ça, arriver à une image comme ça. C'est le problème de restauration des images en couleur, en microscopie par exemple ici. Ça, c'était une application intéressante. D'ailleurs, de plus en plus maintenant, ce genre de technique qui va être utilisée dans les aéroports. Vous avez donc le contenu d'une valise. Vous voulez vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben, les techniques qui existent actuellement, la valise, il va là. Il y a des rayons X qui passent. De l'autre côté, le contrôleur, il regarde juste une image qui est l'image de transmission en rayons X. C'est cette image-là qu'il voit. Pardon, cette image-là qu'il voit. Alors, récemment non, il y a quand même 5-6 ans, il y a eu donc une équipe américaine qui se sont dit, non seulement on va utiliser donc les rayons X en transmission, mais aussi les rayons qui reviennent en rétroprojection. Et ça, c'était l'image qu'on obtient en rétroprojection. Et la question qu'ils nous ont posée, c'était, ben, je vous donne cette image, vous essayez de fusionner. C'était le problème de fusion d'informations ou fusion d'images. Pour pouvoir me dire quelles sont donc les matières qui se trouvent à l'intérieur de la valise. D'accord? Alors, si j'utilise seulement ça, voici le résultat que j'obtiens. Si j'utilise seulement ça, voici le résultat que j'obtiens. Et si j'utilise les deux, mais avec un modèle qui est pratiquement le même modèle que je vous ai déjà expliqué ici. Toujours F sachant Z. Pourquoi? Parce que là ici, c'était très probant. J'ai dit à l'intérieur de la valise, les matières qui existent, il y en a 4 ou 5. Il y a des tissus, il y a donc des matières en plastique, et il y a des trucs en métallique. Et en particulier, ce qui s'intéresse donc les contrôleurs, c'est surtout les matières en métal et les matières en plastique. Certains types d'armes qui sont donc juste en plastique renforcé, et il n'y a pas donc de métal dedans. Si on regarde seulement sur cette image, on voit l'arme en métal, on le voit très bien, mais par contre l'autre, on le voit très mal. Par contre, en rétrodiffusion, on verrait plus facilement l'arme qui est en plastique et moins bien l'arme qui est en métal. Donc l'idée c'était de combiner les deux. Mais pour combiner les deux, j'ai dit quoi? Un modèle très simple. Et c'est surtout, voilà, c'est surtout Z. Z, non pas seulement 1 et 2. Z égale, disons 4 ou 5. Là ici, je ne sais pas combien de couleurs j'ai utilisé. Mais voilà, donc c'est ce modèle-là que j'ai utilisé. Avec ici, I égale 1 et 2, effectivement l'image 1 et l'image 2. Mais Z, il pouvait prendre plusieurs valeurs. Et voici le résultat ici. Chaque couleur représente une matière. On distingue bien la couleur orange qui représente des objets métalliques, la couleur jaune qui représente les objets en plastique, et les autres couleurs qui représentent d'autres objets. Donc vous voyez que finalement, un modèle extrêmement simplifié, extrêmement simple, mais avec un modèle a priori qui est approprié, qui donne donc des bons résultats dans cette application. Alors, la même méthode qu'on a appliquée pour l'imagerie médicale, évidemment. En imagerie médicale, c'est pareil. Sur le même objet, le cerveau ou le sein, on fait plusieurs images, plusieurs procédés d'imagerie différents.
ici deux procédés d'imagerie différents qui donnent des images différentes. Et là, on a fait exactement la même chose, exactement le même modèle. Et voici le résultat qu'on obtient. Alors, dommage que ce n'est pas en couleur. Sinon, on verrait bien les différentes matières qui existent donc, dans cette image. Problème de super résolution. En fait, ça va s'écrire exactement de la même manière, sauf que l'opérateur H va être un opérateur un petit peu plus spécifique qu'il faut étudier. Et ici, j'ai par exemple 9 images basse résolution, donc GI, I allant de 1 à 9, et je cherche une image haute résolution. Donc G1 égale H1F, G2 égale H2F, jusqu'à G9 égale H9F. Je cherche la même image, mais à partir de 9 images basse résolution. Sauf que le H1, H2 et H3 et H4 sont quoi? C'est chaque image par rapport à l'autre, il va être un petit peu décalé. Donc il y a un opérateur de mouvement. Et il va être flou et sous-échantillonné. Donc là, il faudra prendre en compte plus spécifiquement la nature de l'opérateur H, mais avec le même modèle, ben voici à partir de ces 9 images, on obtient une image qui est donc une résolution 3 fois plus élevée, 3 fois 3, un facteur 3 suivant ça chaque axe, et on trouverait beaucoup de détails sur cette image-là qu'on ne pourrait jamais trouver donc, sur les images basse résolution. Donc c'est le modèle problème de super résolution. Ça, c'est un problème de l'imagerie hyperspectrale. Alors, le mot hyper ou multispectral, c'est qu'une image en couleur, c'est déjà en fait 3 spectres. 3 images en 3 couleurs différentes, en 3 bandes différentes. Aujourd'hui, on fabrique, pour les applications dans le domaine de l'environnement, on fabrique des imageurs où chaque pixel, au lieu d'être seulement 3 couleurs, c'est une bande de spectres. Autrement dit, si je regarde un pixel ici, au lieu d'avoir seulement 3 couleurs, c'est-à-dire 3 images, j'ai une bande de spectres. D'où le mot multi ou hyperspectral. Et donc, maintenant, évidemment, ces images-là sont prises, par exemple, par l'avion, et l'objectif, c'est effectivement de combiner l'ensemble de ces images-là, sachant qu'il y a quand même des propriétés suivantes des spectres, pour pouvoir fournir une image qui représente quoi? Les différentes matières, ou par exemple, les différents niveaux de maturation de tel ou tel champ. La quantité d'eau qui va être changée, donc ça va donner l'information différente. Vous voyez donc comment on utiliserait donc les mêmes techniques pour le domaine de l'imagerie hyperspectrale. Vous voyez le modèle, c'est exactement le même modèle. Les équations qui sont ici, absolument c'est le même que les modèles précédents, avec quelque chose de supplémentaire ici. Ce quelque chose de supplémentaire, c'était que la valeur moyenne d'un pixel lorsque je vais le long des bandes, ça représente un spectre. Et il fallait que je le prenne en compte. Lorsque vous avez une séquence d'images, une image vidéo, que vous cherchez à segmenter pour pouvoir poursuivre, par exemple, le mouvement d'une balle de tennis. Alors, ça peut être plein d'autres choses, mais voilà, voici un exemple de situation. Ben, il faudra pouvoir faire segmentation et ensuite suivre le mouvement et mesurer éventuellement la vitesse donc, de balle de tennis. Alors évidemment, vous pensez bien que ici on a pris l'exemple de balle de tennis, mais ça pourrait être évidemment un avion. Et donc l'objectif serait donc de pouvoir isoler l'avion et ensuite mesurer sa vitesse en cours de temps. Ici. Vous voyez que donc toujours pratiquement le même modèle mathématique qui a été utilisé ici pour cette application. En imagerie en satellitaire. Ça arrive très souvent, un satellite qui passe par un endroit, et malheureusement ce jour-là, il y a des nuages. Mais ce n'est pas grave, le lendemain il repasse, et cette fois-ci les nuages ont changé de place. Donc vous avez deux images de la même lieu. Ici il y a beaucoup de nuages, on ne voit pas du tout. Ici il y a moins de nuages, ici, mais cette partie-là c'est clair. Comment combiner ces deux-là pour pouvoir obtenir pareil, les mêmes images? Alors cette fois-ci évidemment,
puisque les conditions météo étaient différentes, il faudra rajouter ici, on parle d'un modèle de mélange. Un modèle de mélange. Tout à l'heure, on avait GI égale FJ plus quelque chose. Ici, il y a une combinaison linéaire à mettre en place. Et malheureusement, il faut aussi estimer cette combinaison-là, la matrice A. Donc ça devient un modèle un petit peu plus sophistiqué. Mais voici ici un exemple de résultat. Ça. Et avec ce modèle-là, ce modèle de Gauss-Markov-Potts, non seulement je peux séparer les nuages par rapport au reste, vous voyez, j'avais deux images dans lesquelles il y en avait les nuages plus l'image. Ici, j'ai une image où il y a de nouveau d'autres nuages avec l'image. Donc le modèle, c'est un problème de séparation de deux images. Comment séparer l'image de l'image de seulement des nuages. Et ici, non seulement on a fait séparation, mais aussi on pourrait dire que, par exemple, dans toute cette zone blanche-là, ici, il y avait des nuages. Dans cette zone-là, il n'y avait pas de nuages. Donc on a fait en même temps segmentation. Je crois qu'on va arrêter là, effectivement. Bon, il y en avait d'autres applications. Et évidemment, de tout ça, ça se fait avec c'est surtout les thésards, les futurs thésards qui travaillent, les anciens thésards qui ont travaillé sur ces sujets-là, et les futurs thésards qui vont continuer à travailler sur ces sujets-là. Et ici, il y a quelques exemples des articles. Bien, écoutez, on va en arrêter là. Donc, oui, merci. La liste. Bon, donc, vous faites votre choix. S'ils sont toujours disponibles ici, venez me voir. Vous pouvez le prendre, je peux vous faire une copie. La semaine prochaine, je serai là. Donc, si vous avez des questions à poser, donc après, des articles. Alors,